Sud FM, il est midi. Heures sur la pendule universelle, même heure à Bignona et Thionguessil, c'est à Ziguinchor à la une de l'actualité. Manifestation de colère des chauffeurs et receveurs des bus Sotravic. Ils ont paralysé ce matin le trafic dans la ville de Ziguinchor, leurs véhicules immobilisés. Ces chauffeurs réclament 4 mois d'arriérés de salaire. La vidéo est devenue virale. Une jeune femme présumée voleuse, humiliée et maltraitée par des individus, son intimité violée. Des organisations de défense des droits de l'homme réagissent et condamnent. Le comité de lutte contre les violences faites aux femmes parle d'atteinte grave à la dignité et à l'intégrité de la personne. Le CLVF réclame justice. La réaction de sa présidente à suivre dans ce journal. Au sommaire également, pandémie de Covid-19 au Sénégal, les chiffres grimpent et inquiètent. 4 nouveaux décès annoncés ce mardi, 174 au total. Le bilan passe à 8985 cas confirmés de Covid-19 après 37 nouvelles infections enregistrées au cours des dernières 24 heures. Le dernier bilan officiel avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale dans cette édition. L'actualité, c'est aussi la crise politique au Mali. 4 chefs d'État, dont le président Macky Sall, attendu à Bamako, la capitale malienne, ce jeudi pour trouver une issue à la crise sociopolitique qui oppose le président Ibeka au mouvement du M5. Une visite qui intervient après l'échec de la mission de la CEDEAO. Le président de Timbuktu Institute espère que les relations personnelles pèsent sur donc là où l'institution échoue. Bakary Samb sera l'invité de ce Sud Matin. La revue de presse de Adja Ndeye Marième Ndiaye va compléter cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Aline Badra Socé. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. L'actualité que nous débutons avec la nécrologie, la disparition de Cheikh Sadibou Fall, l'ancien ministre de l'Intérieur sous Wade, est décédé ce mardi à Bordeaux. Il est le premier maire élu à la tête de la commune d'arrondissement de Fann-Point Amitié en 1996. Il a été député du Parti démocratique sénégalais de 1998 à 2001 et président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie, Progrès. Pape Cheikh Sadibou Fall est nommé en avril 2009 ambassadeur du Sénégal en Italie. Exactement 12h03 à Ziguinchor, les chauffeurs et receveurs des bus Sotravic ont paralysé le trafic dans la ville de Ziguinchor. Ils ont immobilisé leurs véhicules pour réclamer 4 mois d'arriérés de salaire. Les détails avec vous, Ben Michel Kanfoudi. Le transport urbain est paralysé depuis ce matin dans la commune de Ziguinchor à cause d'une grogne des chauffeurs et receveurs de la Sotravic. Ces derniers qui courent derrière 4 mois d'arriérés de salaire ont immobilisé les véhicules devant la gare routière pour sonner l'alerte. Parce que nous voulons entrer dans nos fonds. Nous sommes à une semaine de la Tabaski. C'est la majorité d'entre nous, personne n'a reçu un sou et nous ne l'accepterons pas. Les chauffeurs et receveurs de la Sotravic jugent inacceptable cette situation et réclament leur part des fonds force Covid-19. Maodo Kandé est le président des employés de la Sotravic. Et l'État nous avait promis des compensations financières. Je trouve que ces compensations financières, nous avons rien reçu là-dessus. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous sommes rencontrés ici pour exprimer notre mécontentement. Parce que nous ne pouvons pas rester pendant 4 mois sans salaire et qu'on nous promet des compensations financières et qu'on n'arrive pas à y voir quelque chose. Nous trouvons cela vraiment inadmissible. Et nous devons rentrer dans nos fonds. Une médiation est en cours avec les bons offices du préfet de Ziguinchor pour trouver une solution à ce problème qui a fini de paralyser le transport dans la ville. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi, le Forum civil section sénégalaise tient cet après-midi à 15h30 précise une conférence de presse. Le Forum civil va se prononcer sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes au Sénégal.
L'association des juristes sénégalaises Amnesty International section Sénégal, le collectif d'Affadoy contre la violence faite aux femmes et Jamra continue de dénoncer la mise en ligne sur les réseaux sociaux d'une vidéo virale montrant une jeune femme en train d'être violentée par des jeunes qui l'accusent de viol. Deux des présumés auteurs de la vidéo auraient été interpellés par la police de Dieuppeul et un troisième est toujours recherché. En attendant, les acteurs réclament justice pour la victime. Penda Seck Diouf, la présidente nationale du comité de lutte contre les violences faites aux femmes avec Mame Diarra Da Silva. Le CLVF dénonce fermement cet acte ignoble commis à l'encontre de la jeune dame et demande que justice soit faite. C'est une atteinte grave à la dignité et à l'intégrité de la personne. Cette femme a été malmenée, ligotée, présumée voleuse, dont les parties intimes ont été dénudées et montrées à la face du monde. Et ce qui est désolant, c'est que cette vidéo-là est accompagnée de paroles obscènes, de paroles blessantes et déshonorantes, à la limite une incitation à la prostitution. L'on se demande ce qui se serait passé si la dame était seule avec ses garçons. Vous avez vu la dame murmurer devant ses bourreaux. Vous l'avez vu, cette dame-là, on peut présumer qu'elle n'est pas en très bonne santé mentale. Et il paraît qu'effectivement, elle a eu à subir un traitement psychiatrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce genre de traitement dégradant à l'endroit des femmes? Mais rien ne justifie les violences faites aux femmes. Même si la dame était une voleuse, et c'est présumé, même si elle était une voleuse, on n'a pas le droit de la traiter ainsi. L'autre aspect, c'est que de plus en plus, ces violences à l'encontre des femmes connaissent une certaine recrudescence, surtout les violences dans la sphère publique, de plus en plus, ce qui expose les femmes à beaucoup de violences et montre que nos espaces publics ne sont pas des espaces sûrs pour les femmes. Si ce ne sont pas des violences verbales, c'est des violences physiques, des violences sexuelles également. Et le problème, c'est que la victime de violence est culpabilisée. Des fois, on indexe son port vestimentaire, si on n'indexe pas sa façon de marcher ou sa façon, en tout cas, de se comporter publiquement. Mais est-ce que ça doit donner lieu à des violences? Mais il faut que les victimes aussi aient le courage de dénoncer leurs bourreaux. Mais bien sûr, beaucoup de violences se passent dans la sphère privée et on n'ose pas dénoncer par peur d'être rejeté, par peur d'être marginalisé. Et nous sommes dans une culture de non-dénonciation et il est très difficile pour la victime de violence d'accéder à la justice ou de demander justice. À l'instant, Penda Seck Diouf, la présidente nationale du comité de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle était avec Mame Diarra Da Silva. 12h08 au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sud FM. Et nous allons parler de la pandémie de Covid-19 au Sénégal et en chiffres. Le dernier bilan officiel fait état de 174 morts après 4 décès supplémentaires enregistrés ces dernières 24 heures. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale annonce aussi 37 nouvelles infections, dont un cas importé et 9 cas issus de la transmission communautaire identifiée entre Dakar, Touba et Thiès. Les chiffres grimpent à 8985 cas confirmés de Covid-19 dans le pays. Les précisions de El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 369 tests réalisés, 37 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,03. Les cas positifs sont répartis comme suit: 27 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importé enregistré dans la région de Saint-Louis, 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Guédiawaye 2, Touba 2, Bambilor 1, Diamniadio 1, Mamel 1, Sicap Foire 1 et Thiès 1. 42 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce lundi 20 juillet 2020. L'état des autres patients est stable. À ce jour, 8985 cas ont été déclarés positifs, dont 6044 guéris, 174 décédés et donc 2766 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux malades encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale
rappelle aux populations le respect strict des mesures barrières, notamment dans le cadre de la distanciation sociale d'au moins 1 mètre dans les lieux publics et rassemblements, le port obligatoire de masques, le lavage fréquent des mains. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale recommande vivement de respecter l'ensemble de ces mesures, surtout en cette période de veille de la Tabaski, de voyage, de fréquentation des marchés, etc. El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Célébration ce 21 juillet de la journée mondiale de la malbouffe. Une journée pour sensibiliser sur les dangers de la malbouffe ou d'une mauvaise alimentation. Selon le docteur Keba Tamba, pharmacien et nutrithérapeute, coach en santé et bien-être, la malbouffe est à l'origine de presque toutes les perturbations au niveau de la métabolique et donc de beaucoup de maladies chroniques. Il est interrogé par Marie-Rosalie Ndiaye. La malbouffe se définit comme étant un mode d'alimentation basé sur des aliments qui n'ont aucun apport nutritionnel, aucun bénéfice nutritionnel. Du fait que c'est des aliments qui ont été transformés. Et c'est ce que nous appelons généralement les fast-foods, des aliments complètement modifiés qui ont donc perdu, du fait de la cuisson, tous les micronutriments qui pouvaient éventuellement exister dans ces aliments-là. Et la conséquence, c'est que nos besoins journaliers en micronutriments qui devraient permettre à nos cellules de jouer pleinement leur fonction se trouvent être carencés dans ce type d'alimentation. Et la conséquence, c'est que nous nous retrouvons avec un organisme qui est complètement carencé, avec un organisme qui est privé de ces éléments essentiels qui sont des électrons qui doivent permettre aux cellules de pouvoir fabriquer l'énergie, d'augmenter leur vitalité et de nous permettre d'avoir une excellente santé. La conséquence, c'est que déjà, nous allons observer un dysfonctionnement cellulaire qui va induire des maladies métaboliques. Et ce sont ces maladies métaboliques, malheureusement, qui font vraiment légion aujourd'hui dans le monde. Et c'est ce que les gens appellent des maladies chroniques parce que liées principalement à une carence micronutritionnelle. Et c'est ça, malheureusement, qui fait que la prévalence de ces maladies est très, très élevée. Le cancer, le diabète, l'hypertension, l'arthrose et toutes ces maladies aujourd'hui qui sont des maladies de civilisation ont une seule et unique cause, c'est la carence micronutritionnelle qui est aussi une conséquence de cette malbouffe qui malheureusement ne permet plus de garantir ce besoin essentiel pour nos cellules, mais plutôt nous permettre de remplir le ventre. Une fois le ventre rempli, malheureusement, on pense qu'on est bien, on a bien mangé, alors que nous sommes en train de faire souffrir nos cellules, nous sommes en train de faire souffrir nos organes, nous sommes en train de faire souffrir notre organisme. Et la conséquence, c'est que quand l'organisme sera à un niveau d'épuisement, malheureusement, les maladies vont s'installer. Et c'est ça, malheureusement, aujourd'hui, qui est le gros problème par rapport à cette malbouffe. Sud FM. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski sera fêtée au Sénégal le vendredi 31 juillet prochain. Assurance de l'astronome Khadim Rassoul Gueye. La lune sera bien visible ce soir. Khadim Rassoul Gueye avec Habsel Manouane. On parle de Tabaski, mais on est en quelle année? On est en 1441 de l'Hégire, qui a commencé depuis le 1er septembre 2019 et qui se terminera au 20 août 2020. Et cette année-là comporte 12 mois et les gens l'oublient. Dernière chose que je veux dire pour préciser, il faut qu'on sache aussi que ça, ce n'est pas de la divination, ce n'est pas de l'astrologie. C'est ce qu'on appelle l'astronomie. Ça sort du Coran parce que quand Dieu dit dans le Coran que le soleil ne peut rattraper la lune ni la lune devancer le jour, chacun vogue dans une orbite. Donc ça, c'est Dieu qui a déterminé ça et partant de cette détermination, on a fait une observation expérimentale. Maintenant, il faut savoir que ce qu'on appelle la conjonction, ça a eu lieu hier le 20 juillet à 17h33. Donc de par le monde, personne ne pouvait voir la lune hier. Aujourd'hui, c'est mardi. Ce sera le 29e jour. Et dans ce 29e jour, le soleil va se coucher à 19h43 et la lune se couchera à 20h40. Donc, il y aura 57 minutes de décalage entre les deux. Et comme la conjonction a eu lieu à 17h33, à 17h33 aujourd'hui, il y aura un jour plus 2h10. Ce qui fait que on pourra largement voir la lune parce que l'âge de la lune sera de 1,6% avec une élongation de 14,5%. Donc, la lune sera vraiment visible, quelles que soient les conditions atmosphériques qu'on aura. L'essentiel maintenant, c'est de savoir dans quel coin il faut aller l'observer et pour le voir. Si toutefois, on arrive à l'observer dans les zones visibles, le premier jour de Zul Hijja du mois de Tabaski sera le mercredi 22 juillet 2020. Donc c'est ce jour à partir duquel il est bon de faire toutes les pratiques islamiques qu'on recommande, le jeûne, etc. Ce qui fera que le vendredi 31 juillet sera le jour
de la Tabaski, 10 jours après le premier jour. Maintenant, si les gens ne font pas l'effort d'observer, parce que quand on observe, les nuages bougent. Maintenant, si on observe bien, on peut voir la Lune en 10 secondes, 30 secondes et la Lune disparaîtra. Mais elle sera là jusqu'à 20h40. Donc, si on fait l'effort de voir la Lune, on aura la Tabaski le 31 juillet. Et la remarque fondamentale, c'est qu'on aura la Tabaski en même temps que 90% des pays musulmans, y compris la Mecque. Maintenant, si on ne le fait pas bien, on aura la Tabaski le samedi et ce serait dommage parce qu'on aura raté un jour. L'astronome Khadim Rassoul Gueye qui précise que la Lune sera bien visible ce soir. Parlons des difficiles préparatifs de la Tabaski en cette pleine pandémie de Covid-19. Une fête qui coïncide juste avec la fin du mois. Le mouton reste la seule priorité pour bon nombre de chefs de famille. Des moutons qui coûtent cher alors que le pouvoir d'achat est en baisse. Ismaël Marcel Colli. À moins de 2 semaines de la Tabaski, certains pères de famille privilégient le port vestimentaire de la famille avant de penser à l'achat du mouton. La Tabaski est déjà arrivée. Là, nous sommes des Sénégalais. On le gère comme d'habitude. La famille, comme les enfants, on nous demande les habits et les chaussures, les sacs. On essaie de les gérer. Hier, j'ai débloqué une somme pour donner à ma femme, pour les enfants. Le reste, c'est le mouton. On cherche parce que j'ai que 60 000 actuellement. On me dit 80-90. Peut-être d'ici semaine prochaine, on va trouver le bélier, le mouton, comme 60 et quelques mille. Parce que actuellement, j'ai que 60 000. Au lieu d'acheter un, comme disait Gesner, à des prix exorbitants, tu peux acheter des tissus à moindre coût pour pouvoir gérer tout cela. Et ce que tu as en ce moment, tu y mets tout. En attendant la fin de ce mois, de ce fait, on va essayer de balancer les choses pour que ça puisse aller mieux, quoi. C'est notre grande fête à nous les musulmans. Et je me dis toujours, il faudra qu'on inculque à nos enfants, nous musulmans, que c'est leur fête. Il faudra qu'on fasse tout pour qu'ils se sentent dans leur fête. Pour d'autres comme Alassane Sow, le mouton est leur priorité. Moi, comme j'ai pas de petits enfants, la priorité c'est le mouton. Dans un premier temps, si le mouton est là, donc parce que j'ai des grandes filles et des grands garçons, donc ils ne sont pas dans le besoin d'avoir des habits. Il faudra tout faire, trouver les moyens d'avoir un mouton. Par la suite, les condiments nécessaires qu'il faut y mettre, et puis peut-être équiper les enfants. Et madame, à la limite. Cette année, la Tabaski coïncide avec la fin du mois en cette période de crise sanitaire aiguë. Cette situation pousse la plupart des mères et pères de famille à faire des choix pour s'en sortir. Ismaël Marcel Colli, le ministre de l'élevage Samba Ndiobène Naka est annoncé ce matin sur les deux voies de Liberté 6 pour une visite de prospection, mais aussi pour sensibiliser les éleveurs sur les mesures barrières contre la Covid-19. 12h18 au Mali. La crise politique au Mali, justement, 4 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, dont le président Macky Sall, sont attendus ce jeudi à Bamako avec pour objectif de dénouer la crise politique qui oppose le mouvement M5 et le président malien Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta. À moins de 2 semaines de la Tabaski, 4 chefs d'État ouest-africains se préparent à fouler ce jeudi 23 juillet le sol malien. Objectif, tenter de trouver une issue à la crise socio-politique que traverse le Mali après plusieurs semaines de contestation du pouvoir du président Ibrahim Boubacar Keïta. Si les 2 missions déjà envoyées par l'institution se sont soldées par des échecs en juin et en juillet, cette fois-ci l'organisation africaine a dépêché une mission de haut niveau. Le Nigérian Mohamed Issoufou, le Sénégalais Macky Sall, le président du Ghana Nana Akufo-Addo et le président ivoirien Alassane Ouattara. L'idée est de faire avancer les choses. Le document de base reste les recommandations de la mission de la CEDEAO. Et si à Bamako, de sources diplomatiques, on affirme qu'il ne sera pas question d'accepter un départ forcé du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, on laisse entendre que sur d'autres plans, les lignes peuvent bouger, qu'on peut réadapter les recommandations à la situation du moment. L'objectif est de tout faire pour obtenir la paix. De son côté, le comité stratégique du mouvement du 5 juin a peaufiné sa stratégie qui se résume à la lutte continue jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Ils disent néanmoins être toujours ouverts au dialogue, comme l'a rappelé lundi l'imam Mahmoud Diko à l'ambassadeur de France, celui des États-Unis et les représentants de l'Union européenne à Bamako.
Enseignant, une visite qui intervient après l'échec de la CEDEAO dans un contexte de crispation selon le directeur de Timbuktu Institute. Les 4 chefs d'État sont tous des proches de IBK. Bakary Samb, que vous entendrez, il sera l'invité de la rédaction. Et puis au Soudan, le procès de l'ancien président Omar El-Béchir et 27 autres personnes accusées d'avoir participé à un coup d'État en 1989 qui les ont portés au pouvoir. C'est ouvert ce mardi à Khartoum. L'audience a duré une heure et a été levée à 9h20 GMT selon le site d'information L'Orient le jour. La prochaine audience a été fixée au 11 août prochain. L'Europe approuve un vaste plan de relance de 750 milliards d'euros, l'issue d'un sommet marathon qui aura duré 4 jours. Les 27 dirigeants européens ont trouvé un accord sur un plan historique destiné à soutenir leurs économies frappées par la crise du coronavirus, basé pour la première fois sur une dette commune, un accord historique selon le président Macron. Ce mécanisme de solidarité a été arraché au prix de quelques concessions et de longues nuits de négociations. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Bakary Samb, le directeur de Timbuktu Institute. Nous allons parler justement de la crise politique au Mali. Les 4 chefs d'État ouest-africains dont Macky Sall attendu à Bamako le 23 juillet prochain, c'est-à-dire jeudi. Une visite qui intervient après l'échec de la CEDEAO dans un contexte de crispation selon le directeur de Timbuktu Institute. Les 4 chefs d'État sont tous des proches de IBK. Bakary Samb avec El Hadji Malick Ndiaye. Nous sommes avec Bakary Samb, vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler avec vous de la crise malienne. 4 chefs d'État sont attendus à Bamako le 23 juillet prochain. Comment peut-on expliquer ce déplacement? Est-ce qu'aujourd'hui l'espoir est permis? Je crois que après la mission de la CEDEAO dirigée par l'ancien président Goodluck Jonathan, les États africains ont senti la nécessité d'aller renforcer le fil du dialogue au Mali. Mais à un moment assez critique parce que la crise est arrivée à un point très avancé et qu'aujourd'hui, aussi bien au niveau du M5 RSP autour de l'imam Dicko et des politiques comme Shogala Meïga et Kaondim, je crois qu'il y a une crispation aujourd'hui en sentant que le pouvoir de Bamako ne voulait pas avancer dans le dossier. Du côté du pouvoir aussi, on est passé l'an dernier à l'étape quand même de la confrontation avec quelques morts qui ont été aujourd'hui déplorés. C'est en ce moment crucial que ces chefs d'État se rendent à Bamako. Je crois qu'il aurait fallu y aller plus tôt, ou en tout cas très tôt avoir certainement des discussions en coulisses avec Ibrahim Boubacar Keïta, mais aussi passer par d'autres leviers de médiation. Mais c'est toujours important quand même de se rendre à Bamako. Le geste est très important. Ça montre une amorce d'une initiative africaine pour résoudre une crise africaine et il va falloir attendre de voir ce que donnent ces négociations-là. Alors, est-ce que ces chefs d'État peuvent réussir là où la mission de la CEDEAO a échoué? Je crois qu'il y a une forme de contradiction. D'abord, envoyer une mission de la CEDEAO qui a échoué, parce que je ne reviendrai pas sur le choix des personnages, comme Goodluck Jonathan, qui, je pense qu'une autre personnalité aurait pu être trouvée. Mais y aller après aussi avec d'autres chefs d'État, comme si l'ensemble communautaire n'avait pas son efficacité. Peut-être aussi il faudra donner sa chance à un aspect très important de la résolution des conflits dans notre région, c'est l'aspect des relations personnelles. Ibrahim Boubacar Keïta est assez proche de ces chefs d'État qui vont se rendre à Bamako. Je pense que peut-être que les relations personnelles pourront peser et que là où l'institution de la CEDEAO n'a pas pu engranger un grand succès lors de sa dernière mission à Bamako. Pourtant, les responsables du M5 ont décidé d'observer une pause. Comment peut-on expliquer cette stratégie? Oui, je crois que les promoteurs et les porteurs du mouvement M5RP comprennent bien la sociologie africaine et la sociologie des sociétés musulmanes de l'Afrique de l'Ouest à l'approche de la Tabaski, qui n'est pas le moment le plus propice à d'autres formes de mobilisation, pendant que les populations sont plutôt ont la tête dans la fête, si j'ose dire. Donc, ils ont compris que le mouvement pourrait prendre un petit coup
de relâchement pendant cette période où les gens sont préoccupés à autre chose, ils ont observé en même temps cette pause-là. Et je pense que ça a été un choix stratégique de la part des porteurs du mouvement. Mais il est vrai que négocier pendant qu'il n'y a pas de manifestation et que les violences cessent et qu'il n'y a pas une surenchère sur le plan du débat et des controverses, c'est un moment propice. Mais encore une fois, je pense que l'utilité de ce déplacement à Bamako peut être le fait de se fonder sur les relations personnelles entre les chefs d'État qui parfois sont plus efficaces que les initiatives d'ensemble telles qu'on l'a vu avec la CEDEAO, avec le choix de Goodluck Jonathan et de sa délégation. Mais il y a aussi le M5 dirigé par l'imam Dicko. Oui, l'imam Dicko a pu surfer sur toutes les frustrations de la société malienne ces derniers temps et a complètement exploité une forme de malgouvernance, de corruption qu'il a eu cesse de critiquer. Aujourd'hui, à part le statut d'être un imam, c'est aujourd'hui un fédérateur au-delà des différentes obédiences politique. L'imam Dicko a réussi au début une islamisation de la contestation, les manifestations ayant lieu en général le vendredi, mais plus il avance, il se départit du caractère religieux de son discours, de sa figure religieuse, pour véritablement endosser le costume ou le turban de l'homme de la situation qui, au-delà des partis, au-delà des appartenances, peut incarner un nouvel espoir. Ceci dans le but, non seulement, je ne crois pas, de contrôle, dans le sens d'exercer le pouvoir, parce qu'il n'en a pas les prétentions, il ne peut pas. C'est plutôt de contrôler le pouvoir, c'est-à-dire que, encore une fois, mettre à la tête du Mali quelqu'un qui lui sera un obligé et qui pourra contrôler, à défaut de pouvoir aujourd'hui exercer pleinement le pouvoir. Alors, est-ce que cela ne traduit pas l'échec des politiques? Absolument, je l'ai écrit chez vos confrères du Monde. L'ascension de l'imam Dicko est le symbole même de l'échec de la classe politique malienne. Voilà un personnage qui, depuis 2009, n'a cessé de défier le pouvoir, déjà à faire annuler un vote de l'Assemblée nationale sur le code de l'Assemblée en 2009, mais aussi les hommes politiques aujourd'hui qui sont victimes du combat de Dicko étaient ses alliés. IBK était son allié en 2012-2013. Dicko l'a aidé à se faire élire avec 200 mouvements islamiques mobilisés dans tout le Mali, dans le cadre de la coalition Sebati 2012, avec 200 millions de francs CFA donnés à IBK pour sa campagne, en relation avec le shérif de Nioro. Eh bien, aujourd'hui, ces religieux qui étaient ses patrons, qui étaient en tout cas ses alliés, l'ont pris en tenaille et lui imposent la même chose qu'ils ont imposé à IBK à partir du code de la famille. Ceci montre que les accointances répétitives entre la sphère du politique et du religieux et des compromissions face à des exigences de l'état de droit et de la démocratie mènent toujours à ce genre de situation. L'autre leçon qu'on peut retenir, c'est qu'IBK avait réussi à réduire l'opposition à sa plus petite expression, comme disent certains, en tuant l'opposition, en affaiblissant la société civile. Eh bien, il a eu un imam devant lui qui est un mouvement populaire qui ne peut pas contrôler. Bakary Sambou, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression et adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on nam ci tube orange ou le tube télécom, c'est que ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire bo xamni bok na ci nga xamni mo mujjé genn ci aduna bi, amit capacité de production bu doy. Lo ci soxla rek ñu defal lako. Ba noppi it dañ lay jappalé ci rapport qualité prix, topato la, xol say bëgg-bëgg, gungé la, jappalé la. Am nañu équipe bu dynamique bo xamni lolu rek moko taxa juk. Dañuy fexé client bi big lol, di kontaan lol, lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC, ña nga ca domaine industriel de Diamniadio, le numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au lenti 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visite
visiter notre site web www.csib.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, fibrociment pour toiture. boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon, profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme vert. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff, téléphone 33 867 09 24. ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Affaire Nengeler et Babacar Ngom, le chef de l'État Macky Sall coupe la poire en deux. Selon nos confrères du journal Sud Quotidien, sur ordre du président de la République, des décisions ont été prises pour résoudre le différend entre l'homme d'affaires Babacar Ngom et les habitants de Nengeler. 3 actes majeurs sont arrêtés selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Aly Ngouille Ndiaye, qui signale que la première décision est que les paysans peuvent retourner dès ce mardi sur leurs champs et cultiver jusqu'à la fin de l'hivernage. Les discussions vont se poursuivre pour qu'une solution définitive soit trouvée. Pour nos confrères de Vox Populi, Macky rend les terres de Nengeler en attendant une solution définitive. Macky coupe la poire en deux, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une de nos confrères du journal Le Témoin, et nos confrères du quotidien Le Soleil confirment donc que les paysans de Nengeler retrouvent leurs champs à partir d'aujourd'hui. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal Sud Quotidien que le président directeur général de Sedima n'a pas été exproprié. D'ailleurs, nos confrères de Sud Quotidien nous proposent aujourd'hui tout un dossier sur les litiges fonciers avec leur lot de controverses, de zizanie et d'incompréhension. Et l'affaire qui est venue en premier les remettre sur la table est le différend entre le président du groupe Sedima, Babacar Ngom, et les habitants de Nengeler, avant que ceux d'un autre village avoisinant la ferme de l'homme d'affaires n'entrent dans la danse et réclament l'annulation du titre foncier qui donne à l'investisseur la propriété de 225 hectares. Et même si des initiatives qui ne font pas l'objet de contestation existent, il est à déplorer, selon nos confrères de Sud Quotidien, les rapports heurtés entre population et investisseurs privés qui deviennent de plus en plus récurrents. L'affaire des terres de Nengeler n'est donc que la face visible de l'iceberg. Mieux, elle a déclenché une vague de soulèvement des populations rurales, et nos confrères nous parlent notamment de Nguyen-Peul dans la région de Thiès, où les habitants protestent contre l'octroi de centaines d'hectares à la multinationale espagnole Promudel. Ailleurs, ce sont des déclarations à la presse et autres mouvements d'humeur qui sont notés. Ces exemples viennent s'ajouter à une longue liste de litiges fonciers qui, par le passé, ont eu parfois des conséquences dramatiques. Affectation des terres au privé, non-implication des populations, foisonnement des conflits fonciers, l'inertie coupable de l'État. C'est le titre du grand dossier que nous proposent aujourd'hui nos confrères de Sud Quotidien. À partir d'aujourd'hui jusqu'au mardi 28 juillet 2020, le directeur des domaines procédera à la vente aux enchères des appartements Eden Rock appartenant à Ibrahima Abou Khalil alias Bibo Bourgi, des appartements saisis par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Mais à en croire nos confrères du journal Les Échos, ce ne sont pas juste des appartements, car la valeur d'un seul appartement est estimée à plus de 650 millions de francs CFA. Ce sont les prix exorbitants proposés pour ces appartements. Et dans le journal Dakar Times, nos confrères d'ajouter qu'à part ces appartements, qu'en sera-t-il du matériel, des véhicules, des montres de luxe et du cash, ces biens qui ont été saisis dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. Le Forum civil ne lâche pas l'affaire des gazelles Oryx qui a indigné bon nombre de citoyens. Ainsi, nous disent nos confrères du journal LAS, le coordonnateur national de la section sénégalaise de Transparency International, Birahim Seck, a porté le combat au niveau des institutions internationales. Et c'est ainsi qu'il a adressé une lettre au chargé de programme
programme du Bureau régional d'Afrique de l'Ouest ONU Environnement Adamou Boukhari et au directeur général de l'UICN, le docteur Bruno Oberlé, afin de les alerter sur les graves menaces qui pèsent sur la colonie des gazelles oryx qui vit au Sénégal. Birahim Seck, nous disent nos confrères, milite pour que des mesures immédiates de cessation de ces prélèvements inappropriés et de réparation du préjudice écologique soient prises. Et maintenant, si vous voulez savoir quelles sont les ethnies les plus dépensières ici au Sénégal, mais aussi celles les plus économes, je vous propose de lire nos confrères du journal L'Info qui nous donne des réponses à la page 4 et 5. Et retenons d'ores et déjà que les Wolof et Toucouleurs sont les plus dépensiers. Diola et Sérère, cependant, sont plus économes. Parlons à présent avec nos confrères du journal Libération de cette affaire de la malade mentale filmée et agressée à Sacré-Cœur. Nos confrères de Libération nous informent que les jeunes qui figuraient dans cette vidéo ont été arrêtés par le commissariat de Dieuppeul dans le cadre de l'enquête sur la vidéo humiliante d'une malade mentale présentée à tort comme une voleuse. Et pourtant, nous disent nos confrères, cette dame est cadre dans l'administration. Elle a séjourné à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye et a piqué une crise alors qu'elle faisait des achats dans une boutique de prêt-à-porter. Elle a été ensuite ligotée et conduite dans l'arrière-cour où elle a subi plusieurs sévices. 2 suspects ont été arrêtés en premier et 2 autres sont activement recherchés par la police. Ces derniers sont visés pour agression sexuelle, coups et blessures volontaires, atteinte à la dignité humaine et collecte illicite de données. Et nous terminons par nos confrères du journal Tribune qui nous parlent de cet tragique accident ferroviaire qui s'est déroulé dans l'après-midi d'hier à Thiès à hauteur du principal passage à niveau de la cité du Rail à proximité du marché central. Il s'agit d'un accident ferroviaire qui a coûté la vie à un individu qui serait un malade mental en errance. Le train des industries chimiques du Sénégal l'a heurté brutalement avant de le déchiqueter. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP, ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD. ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib. sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool. ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm, lépp jëm ci ay évacuation, assainissement, pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la. Am nañu équipe bu dynamique boo xam ni loolu rek moo ko tax a jóg. Dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66. Appelez-nous au 33 950 54 54 ou au leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71. Mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, fibrociment pour toiture. boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon, profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme vert. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lo 3B Scat Urbam Grand Yoff, téléphone 33 867 09 24. ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des grandes lignes.
Manifestation de colère des chauffeurs et receveurs des bus Sotravic, c'est à Ziguinchor. Ils ont paralysé ce matin le trafic dans la ville, leurs véhicules immobilisés. Ces chauffeurs réclament 4 mois d'arriérés de salaire. La vidéo est devenue virale. Une jeune femme présumée voleuse, humiliée et maltraitée par des individus, son intimité violée. Des organisations de défense des droits de l'homme réagissent et condamnent. Le comité de lutte contre les violences faites aux femmes parle d'atteinte grave à la dignité et à l'intégrité de la personne. Le CLVF réclame justice. La réaction de sa présidente, vous l'aviez suivi dans cette édition. Au sommaire également, pandémie de Covid-19 au Sénégal. Les chiffres grimpent et inquiètent. 4 nouveaux décès annoncés ce mardi, 174 au total. Le bilan passe à 8985 cas confirmés de Covid-19 après 37 nouvelles infections enregistrées au cours des dernières 24 heures. Le dernier bilan officiel avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'actualité, c'était aussi la crise politique au Mali. 4 chefs d'État, dont le président Macky Sall, attendu à Bamako ce jeudi pour trouver une issue à la crise sociopolitique qui oppose le président Ibeka au mouvement du M5. Une visite qui intervient après l'échec de la mission de la CEDEAO. Le président de Timbuktu Institute espère que les relations personnelles vont peser là où l'institution échoue. Bakary Samb était l'invité de la rédaction. La revue de presse de Adjanda et Mariam Diaye a complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Alioune Badra Socé. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.